Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Amadouba. Je suis content aujourd'hui de vous parler d'un grand empire de l'Afrique précoloniale, l'empire Paul di Messina. Comme on dit en Afrique, tant que les lions ne racontent pas leur histoire, les aventures de la chasse vont toujours tourner à l'avantage du chasseur. Et le grand cinéaste sénégalais Ousmane Sembène nous a dit: si les Africains ne racontent pas l'Afrique, elle disparaîtra. Alors aujourd'hui, on va parler du Messina, qui fut un empire sur une période à peu près de 40-44 ans environ, de 1818 à 1862. Rappelons d'abord que la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle sont marqués un peu partout en Afrique occidentale par l'émergence d'une catégorie sociale jusque-là dominée par des sédentaires, à savoir les Peuls nomades. Et depuis le XVe siècle, leur nombre n'a cessé de grossir par des vagues successives de migration. Parallèlement, leur poids démographique n'a fait qu'augmenter depuis pratiquement le XVe siècle. Et on doit rappeler aussi qu'avec la chute des empires africains, l'esclavage qui s'est accentué, l'esclavage arabo-musulman, la traite, l'esclavage atlantique, l'introduction des armes, les populations nomades comme les Peuls étaient parfois aussi victimes de cette insécurité-là. Et on va voir successivement dans les régions où ils habitent, comme au Fouta Djallon, au Fouta Toro, dans le Bundu à l'est du Sénégal, ou dans le Liptako, le Massina et même au Sokoto, au Nigeria. Ils vont fonder des États théocratiques. Pour ce qui est dans le cas du Massina, il faut rappeler que dans les dernières années du XVIIIe siècle, le royaume de Ségou exerçait une forte pression sur les régions environnantes dans le but d'agrandir son territoire. C'est surtout avec le roi Damonjon Koulibaly ou Diarra, je pense que c'est Damonjon Diarra, 1808-1827, que la pression donc Bambara se fit très forte sur le delta intérieur du Niger et va créer une situation d'insécurité pour les populations, donc notamment les populations qui habitent là, les populations peules. La révolution islamique donc va se déclencher et va être l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle Sékou Amadou. Lui, il est né en 1773 dans une ville qui s'appelle Malangal, dans la province du Massina. Il était un homme très honnête, humble et avait une grande piété. Ses qualités étaient reconnues. Il est d'origine modeste également. Il a reçu une formation théologique assez intéressante et il va également approfondir ses études dans des grandes villes mystiques comme Djenné, Kabara, Parma par exemple, qui sont connues pour leur enseignement depuis la nuit des temps, notamment avec les grandes universités de la région. La réputation de sainteté de Cheikh Ahmadou et sa prédication en faveur d'un retour en islam pur attirèrent très tôt vers lui une foule de disciples aux idées venues de Sokoto. C'est d'ailleurs en 1816 qu'il sollicita l'allégeance à Othman Danfodio, donc du Sokoto, qui lui envoya l'étendard et lui décerna le titre de cheikh. Il reçut en même temps plusieurs livres de droit islamique. Alors le contexte donc est très important ici pour comprendre comment ce royaume de Massina va finalement devenir un grand État et notamment un État théocratique. L'empire du Massina porte aussi le nom de Dina. On peut le trouver dans certains livres. En tout cas, sa période, sa longévité, 1818 avec Ahmadou Sékou et 1862 quand le conquérant El Hadj Omar Tall a envahi le Massina. Le corps de l'empire du Massina est l'actuelle région du Mali, donc du Massina, qui porte le nom, est dans le centre
Le terme Massina est riche en informations car il désigne toute la zone inondée du delta intérieur du Niger, c'est-à-dire celle comprise entre les cercles de Mopti, Tenenkou et Yuwaru. Autrement dit, c'est une région très convoitée et dotée de terres fertiles et de pâturages très verdoyants, très propices à l'élevage. Mais aussi, on a l'un des plus grands fleuves d'Afrique, à savoir le fleuve Niger, le Djoliba, favorable à l'activité également de la pêche, de l'agriculture hors saison par exemple, et les échanges fluviaux. C'est cela qui a fait du Massina un grand foyer de civilisation et un des plus grands centres urbains du Mali depuis le Moyen-Âge et même depuis l'Antiquité, parce que on sait que la ville de Djeno ou Djene, qui était déjà citée depuis l'Empire du Ghana, mais existait d'après l'archéologie depuis 250 avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est une ville qui aujourd'hui en 2023, si on met 2000 plus 250, 2250 plus 23, nous sommes à 2273 années. À son apogée, les limites du Massina étaient également vastes et s'étendaient plus au nord jusqu'à Tombouctou, jusqu'au pays Mossi au sud, la Mauritanie à l'est et la ville de Mopti à l'ouest. La ville de Hamdallah, donc Alhamdulillah en arabe, qui est déformée, louange à Dieu, lui servait de capitale. L'organisation sociopolitique de cet empire est décrite par Amadou Hampateba et Serge Dagé, excusez-moi, dans leur célèbre livre intitulé L'Empire Paul du Massina et publié en 1962 et réédité en 1975. L'élite dirigeante de l'État du Massina était constituée de Peuls, mais aussi d'autres populations comme les Markas, les Bozo. Donc nous sommes dans une région où il y a une diversité ethnique, mais aussi il y avait des Dogons, et il y avait une bonne cohésion sociale. Amadou Hamadi Boubou dit Cheikh Amadou, après sa victoire donc sur les envahisseurs, il va créer cet état-là, et cela lui a permis d'expérimenter une parfaite cohésion aussi entre les populations qui étaient sous son influence. Et aussi, il faut rappeler qu'il va créer un état qui va conduire à la création d'une certaine démocratie, on peut dire, mais dont les dispositions vont peser, notamment on va voir dans des actes administratifs, juridiques, la gestion du territoire, les principes de la transhumance, les relations intercommunautaires, tout cela va être défini dans la charte qu'ils vont mettre en place. Ces principes de gestion, notamment du foncier ou tout autre type de gestion, vont rythmer la vie du Massina tout le long de son existence. En effet, Cheikh Amadou est un homme pétri de valeurs, ayant un excellent sens de justice. Et c'est pour cela qu'il a voulu faire de son état un endroit et aussi un havre de paix, où les populations devaient avoir leur dignité, leur justice et être respectées. Dès le début de son règne, il refuse catégoriquement la gestion autocratique du pays. Il décide de se faire entourer par des dignitaires, une sorte d'assemblée qui devait l'accompagner dans toutes ses prises de décision et éviter qu'il soit seul à prendre des décisions. Donc, il voulait arriver à des décisions collectives et non individuelles. Alors, les institutions qu'on a vues dans le Massina, c'est à peu près aussi l'équivalent de ce qu'on va voir plus tard, enfin pas plus tard, mais qu'on voit dans les autres théocraties qui ont existé avant, comme au Fouta Toro ou au Fouta Djallon. Nous allons revenir plus tard sur ces théocraties-là du 19e siècle ou même avant, au 18e siècle, pour également donner des informations sur ces États africains précoloniaux. Il y avait aussi un grand conseil de 40 membres dont je parlais, qui était désigné par Amadou Sékou, donc il assistait dans tous les domaines de l'exercice. D'après Amadou Hampateba et Serge Dagé, dans leur livre mentionné, que nous avons mentionné, à savoir l'Empire Paul du Massina, le conseil avait à sa tête 2 érudits,
on peut appeler marabouts. En tout cas, c'est des érudits musulmans islamiques, c'est-à-dire des savants qui sont instruits dans la religion et connaisseurs du droit et de la jurisprudence islamique et des traditions aussi africaines qui devaient assister en permanence l'empereur. En plus de ces deux grands marabouts, l'empereur du Massina, avant de prendre des décisions, devait également collaborer avec un grand conseil euh, qui faisait des 40 membres et puis dont 38 vont siéger dans la salle aux 7 portes, plus de la porte de la maison, donc ça va faire les 40. Par ailleurs, la constitution de cet empire était basée sur un principe éthique et moral qui constituait pour chaque candidat, qui lui permettait d'avoir au moins un certain nombre de responsabilités, mais pour cela, il faut quand même au minimum d'âge, 40 ans. Et puis l'autre condition, c'est être marié. Hein. Ça faisait partie des critères. Et puis être quelqu'un qui est jugé humble, sincère, etc., qui a des vertus, des qualités humaines. En fait, c'est comme avoir une sorte de casier judiciaire, hein, un très bon casier judiciaire. C'est seulement une fois tous ces critères remplis qu'il était possible pour un prétendant d'être admis au Grand Conseil. En cas de décès, par exemple, dont des grands membres, le remplaçant était donc choisi parmi 60 autres érudits qui servaient d'arbitre. Les grands conseillers choisissent ensuite un nouvel juge parmi les conseillers, parmi les érudits qui sont installés à Hamdallah, la capitale. Et le grand conseil était chargé de la direction du pays et avait la haute autorité sur les dossiers clés. Toutefois, le conseil privé de Cheikh Amadou pouvait demander et même exiger que le grand conseil révise, par exemple, une position qui, quand elle faisait l'objet de litiges ou etc., des choses comme ça. En cas de conflit entre deux conseils, Cheikh Amadou faisait un tirage au sort et désignait 4 marabouts parmi les 60 arbitres, et la décision de ces 4 était souveraine. Donc c'est comme ça qu'on gérait aussi un certain nombre de questions dans le Massina. Quand Cheikh Amadou est mort en 1845, l'autorité du Massina s'étendait sur une vaste région de Djenné à Tombouctou, de la région de Nampala au pays d'Ogon. En 27 années de règne, Cheikh Amadou a également doté le nouvel État de solides structures à la fois religieuses, politiques et administratives. Il va être remplacé donc par son fils qui s'appelle Amadou, hein, mais qu'on va appeler qui est connu sous le nom Ahmadou Sékou, qui va régner pendant 8 ans de 1845 à 1853. C'est sous son fils d'ailleurs que l'autorité s'étendit vraiment de Djenné à Tombouctou et a atteint ses limites les plus larges. Son règne est considéré comme le plus calme et le plus prospère par opposition à celui de son père, qui avait fait quand même plus de guerres que lui. Il va aussi être mieux que celui de son fils, qui va être confronté au conquérant El Hadj Omar. Selon les traditions du Massina, les seuls critères retenus en principe pour la nomination d'un nouveau chef étaient la dévotion. Amadou Sékou avait aussi ses qualités que son père avait, et son arrivée au pouvoir n'a pas entraîné beaucoup de difficultés. La rigueur de la Dina devenait parfois quand même, pendant les derniers règnes d'Amadou, un peu plus intolérable pour certains jeunes. Aussi, le nouveau chef, enfin, il avait un certain nombre de principes qui parfois n'allaient pas dans le sens de la liberté de certaines populations. Et lorsqu'on annonça la mort de Sékou Amadou, le Massina était frappé quand même par la douleur de la perte de ce chef, mais il y a quelques personnalités, quelques individus donc qui le pensaient un peu rigoureux, qui étaient un peu soulagés, si on peut dire comme ça, entre guillemets, notamment d'après une anecdote, sa douleur faisait éclater des tam-tams joyeux retentissant dans les pays Bambara et même Touareg, ceux précisément de la
Mar de Gossi. Il va être remplacé par par Ahmadou qu'on l'appelle Ahmadou III, Ahmadou, sur lequel je vais revenir. Ce qu'il faut retenir simplement qu'à travers l'exemple de l'administration politique du Massina, on voit bien que la pratique politique n'est pas une chose inconnue des Maliens, qui, quand on voit ce qu'on a dit sur les empires, sur les royaumes, Bambara, de Kartal, Sékou, Kénédougou, aujourd'hui le Massina et tout ce qui s'est passé dans ce pays, on sait que la pratique politique n'est pas une chose inconnue et les Maliens avaient accumulé des siècles d'expérience politique. Et c'est ça qui fait aussi que c'est un pays très, très uni malgré la grandeur, malgré la diversité. La notion d'unité est très, très forte. Si on n'est pas informé de ces aspects de l'histoire du Mali, il nous sera donc difficile de comprendre pourquoi aujourd'hui, en 2023, le Mali se dresse comme un seul homme pour s'opposer à l'ingérence, par exemple, des néocolonialistes, des impérialistes qui prétendent enseigner des choses aux Maliens alors qu'ils ont une longue histoire politique des siècles et des siècles. Alors, concernant le règne d'Amadou Amadou, le dernier roi du Massina de 1853 à 1862, ce règne s'ouvrit par une grande crise de succession mettant aux prises les différents membres de la famille de Sékou Amadou. L'habitude était déjà bien établie de choisir le chef de la Dina parmi les descendants de Sékou Amadou. Par exemple, Balabo, qui était certes un prestigieux chef militaire, savait qu'il ne remplissait pas toutes les conditions, notamment celle de l'érudition pour être choisi. Il intrigua alors avec le jeune, il intégra alors au jeune Ahmadou, fils du défunt, de prendre la magistrature suprême et en espérant bien le tenir à sa tutelle, donc le conseiller et sur un certain nombre de choses. Le candidat, toutefois qui remplissait toutes les conditions, semble-t-il, était un autre qui s'appelait Abdoulaye Sékou, le frère du défunt. Et ce dernier ne s'avouera pas vaincu. Donc il a décidé, avec l'appui des Kunta et des armées de Kanouri, et de faire un siège sur Hamdallah, la capitale donc de l'Empire du Massina. L'émotion était assez vive. Le choc pouvait avoir lieu à n'importe quel moment et le pire fut évité grâce à l'intervention de la ville d'Adia auprès des fils. Mais à partir de ce moment, le Massina se divisa en parties ennemies qui faisaient une guerre sourde. Le règne de Ahmadou ne fit qu'accentuer ces divisions. Il n'avait ni donc l'envergure pour résister à cette menace qui arrive, celle du conquérant El Hadj Omar, mais aussi ses divisions internes. Et le Massina va être donc miné par ces divisions et ne va pas opposer une forte résistance à El Hadj Omar, comme il devrait le faire, ou bien comme il l'a fait par le passé à d'autres envahisseurs. À travers cette étude analytique du Massina, il est incontestable que cet empire a grandement contribué à façonner le Malien du XXIe siècle, tout comme le royaume de Ségou, de Karta, les empires du Moyen-Âge ont façonné le Malien. Donc c'est très très important de comprendre que ces valeurs que nous avons évoquées dans le Massina, qui se retrouvent également dans les autres royaumes et empires, font du Malien et de la Malienne aujourd'hui ce qu'ils sont. Même au temps des moments les plus difficiles de la colonisation française du Mali, on a noté une grande résistance et la détermination farouche contre la colonisation. Beaucoup de rois ont préféré mourir les armes à la main et jamais se soumettre. Donc nous allons finir ici cette histoire de l'Empire du Massina. Il s'agit pour nous donc de revenir un peu sur ces empires et ces royaumes qui ont existé dans cette période du 19e siècle, qui est une période phare avant que l'Afrique ne bascule vers la colonisation et la création de l'AOF, de ces grandes entités-là qui ont duré environ 80 ans avant d'arriver aux indépendances.
Donc merci beaucoup. La prochaine fois, on va peut-être revenir sur d'autres royaumes, empires ou royaumes ailleurs en Afrique. On n'a pas encore parlé du monde Ashanti, des États Hausa, du monde Zoulou, l'Afrique de l'Est également. Mais aussi à côté, on a les royaumes aussi. On n'a pas encore parlé du royaume Kong, des Guirko par exemple. Donc un certain nombre de royaumes dans l'actuel Sénégal également, le Kayor, le Baol, le Jolof, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette histoire de l'Afrique durant cette période charnière et nous ferons le maximum pour donner des informations sur cela. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.